Merci. Vous êtes nommé par le Conseil des ministres le 27 décembre 2010 et vous prenez vos fonctions en janvier 2011. Dans quel état avez-vous trouvé la direction générale des impôts et des domaines? Quand je suis arrivé, j'ai constaté qu'il y avait un travail qui était fait dans cette direction, mais j'ai eu à faire le constat et il fallait que je puisse imprimer ma marque, le label Antoine Kakosso. Le premier constat que j'avais fait, c'était le constat selon lequel les agents des impôts arrivaient très en retard au travail. Donc, au lieu d'arriver au travail à 7h00, les agents arrivaient 9h30, 10h. Et j'ai mis les gens au travail. Donc, pour moi, les gens devaient arriver au travail à 7h00. Non, l'heure légale du travail, c'est de 7h à 14h. Donc pour les cadres, ils n'ont pas vraiment la contrainte d'heure. Un cadre qui arrive à 7h, il peut repartir à la maison 14h ou soit 15h, 16h, 17h, 18h, selon le travail qu'il a fait dans son bureau. Mais moi, en tant que directeur, j'arrive à 7h et je dois repartir au plus tôt possible à 18h, sinon je vais jusqu'à 19h, 22h. Lors de votre arrivée, vous avez bâti une action sur la communication des entreprises. Quelle était la pertinence de cette action? L'action sur la communication des entreprises, tout simplement, j'avais constaté que l'administration fiscale congolaise ne communiquait pas. J'ai pensé qu'il fallait donc communiquer avec les entreprises, leur informer sur le bien fondé de l'impôt et leur inciter donc au paiement de l'impôt. Parce que la majorité des entreprises ne connaissaient pas le bien fondé des impôts et elles ne connaissaient pas aussi les dispositions fiscales incitatives. Et nous les avons aussi demandé de nous faire part de leurs observations par rapport à notre système fiscal. Monsieur le directeur, quels sont les biens fondés de l'impôt? Le bien fondé de l'impôt, je peux tout simplement dire que l'impôt sert à financer les biens publics, parce que l'État comme tel, l'État n'a pas d'argent. L'argent de l'État revient essentiellement des impôts. Même si aujourd'hui on parle de pétrole et des mines, le pétrole et les mines pourront finir un jour. Et aussi, tous les pays ne disposent pas les ressources naturelles comme le pétrole, mines, bois, etc. Donc pour nous, de notre point de vue, la première ressource de l'État, c'est l'impôt. Il faut donc inciter tous les agents à payer l'impôt, parce que c'est grâce à l'impôt que l'État peut financer les différents projets. Monsieur le directeur, en 2014, l'objectif L'objectif assigné est de 660 milliards de francs CFA, ce qui suppose une moyenne d'exécution mensuelle de 55 milliards de francs CFA. Si j'ai bonne mémoire, en 2010, les prévisions des recettes fiscales étaient de 336 milliards de francs CFA. À l'écart de 3 ans, nous sommes passés à 660 milliards de francs CFA, donc soit du simple double. Donc pour nous, nous pensons que les prévisions de recettes fiscales ont significativement augmenté, ont donc doublé en l'espace de 3 ans. Nous pensons qu'il n'est pas impossible d'atteindre ces 660 milliards. Il est sûr et certain que nous allons atteindre ces 660 milliards. Bon, c'est aussi simple. Nous faisons la répartition des prévisions entre les différents services d'assiette.
et on signe je signe le contrat, je signe le contrat de performance trimestrielle avec les chefs de service d'assiette. Au bout de 3 mois, celui qui ne réalise pas ses performances, il est viré de sa fonction et un autre vient. Parce que pour nous, c'est la concurrence, la compétition entre les cadres. Le cadre qui arrive doit douer d'une certaine innovation, une certaine assiduité, une certaine imagination pour briser les mythes. Parce que l'impôt ne doit pas être considéré comme un sujet tabou. Parce que dans certains pays, on compare l'impôt à la mort. Tout simplement parce que la mort, non, c'est pas dans ce sens, parce que tout être humain ne peut pas éviter la mort. La même chose, tout être humain ne peut pas éviter l'impôt. C'est ça, la comparaison, c'est dans ce sens. C'est pas le sens de tuer, non, parce que la mort est inévitable pour tout être humain. Pour tout être humain aussi, payer l'impôt aussi, c'est inévitable parce que vous allez finir par payer l'impôt. Même si vous allez fuir, mais l'administration fiscale aura les moyens toujours de vous débusquer et de vous attraper et même vous faire emprisonner. Non, les petites et moyennes entreprises ne paient pas trop d'impôts parce que l'impôt au Congo est proportionnel. Et nous avons les régimes d'incitation fiscale. Ces petites et moyennes entreprises, si elles pensent que le régime de droit commun a une fiscalité élevée ou soit à une pression fiscale forte, elles peuvent donc solliciter les régimes privilégiés que nous avons dans notre Code général des impôts. Il faut remplir les critères, il y a les dossiers qu'il faut faire. Il faut faire un dossier que vous présentez à la Commission nationale des investissements et la Commission nationale d'investissement examine votre dossier et décide de vous octroyer un régime fiscal spécifique. Monsieur le directeur, tout à l'heure vous avez parlé de la compétitivité des membres de la Direction générale des impôts. Mais est-ce que vous ignorez que la Direction générale des impôts n'est pas complètement informatisée? Comment est-ce que les gens peuvent bien travailler dans ce sens? Le problème de l'informatisation, ça ne relève pas de nous. C'est l'État qui doit informatiser, la Direction générale des impôts et des domaines. Mais néanmoins, nous avons plusieurs sites qui sont déjà informatisés. Donc vous savez bien que la Direction générale des impôts est parmi les administrations les plus décentralisées dans notre pays. Vous savez, dans chaque arrondissement, vous avez le service des impôts. Donc nous nous efforçons à informatiser l'ensemble de ces structures d'assiettes. Mais cependant, au niveau du personnel, il y a une grande majorité de personnel que je peux qualifier, ce sont les analphabètes informatiques, parce que ces agents ne sont pas encore habitués à l'outil informatique. Donc, on a organisé des formations, mais eux, ils sont habitués à écrire à la main. C'est les gens qui s'opposent à l'informatique. Non, c'est qu'eux, ils font la résistance. Ce sont les gens qui font la résistance, ce sont les anciens cadres qui font la résistance. Casser leur manière de faire par les méthodes traditionnelles, par écrit, c'est un peu difficile. Donc nous pensons qu'il faut donc renouveler les équipes, il faut donc recruter les jeunes qui sont nés dans l'ère de l'informatisation. Avec ces jeunes, on pourra mieux développer l'informatique dans notre système fiscal. Monsieur le directeur, vous avez écrit un ouvrage consacré aux effets de la corruption faible et de l'évasion fiscale. Que pensez-vous du système économique de notre pays? Là, je parle à l'économie. Notre système économique est composé de 2 secteurs, le secteur formel et le secteur informel. Bon, le secteur formel, c'est un secteur qui tient la comptabilité
probante. Et c'est le secteur qui collecte même les impôts pour reverser à l'administration fiscale. Je prends l'exemple de la TVA, parce que la TVA n'est pas payée par les entreprises, la TVA est payée par le consommateur final, qui sont donc vous et moi. Mais cependant, ce sont les entreprises qui ont la charge de collecter. Mais puisque ces entreprises tiennent la comptabilité, donc elles ont la forte chance de nous la reverser. C'est déjà un premier point. Mais quand on voit le secteur informel, le secteur informel, par exemple, c'est un secteur qui ne veut pas tenir la comptabilité. Et il nous est très difficile de leur taxer à leur juste valeur. Ils ne peuvent pas avoir, ce secteur ne peut pas avoir à payer les impôts, parce que notre système fiscal n'a pas pour objet de tuer les initiatives privées, de tuer les initiatives entrepreneuriales. Notre système fiscal encourage les initiatives. Donc pour nous, depuis que nous sommes arrivés, nous avons invité déjà les entreprises à ce que nous avons appelé aux journées portes ouvertes sur la fiscalité congolaise. C'était là l'occasion que nous avons donnée aux entreprises de dire qu'est-ce qui ne va pas. Parce que nous sommes à l'écoute des contribuables et nous faisons la loi par rapport aux ententes, par rapport aux attentes des contribuables. Mais quand les contribuables nous convoquons de telles journées, les contribuables ne viennent pas. Mais nous, on ne peut pas imaginer leurs problèmes pour apporter des solutions. C'est à eux de nous soulever leurs problèmes et nous, on cherchera à apporter des solutions idoines à leurs problèmes. Monsieur le directeur, lors du déjeuner thématique à Paris, vous avez fini votre invitation par une phrase, faites oser parce que notre système fiscal comprend 10 régimes spécifiques qui incitent les agents à venir investir. Parce que nous avons les allègements fiscaux que nous concédons aux entreprises. Peut-être dans certains pays, ces avantages ne sont pas concédés. Nous avons 10 régimes spécifiques qui concèdent les avantages spécifiques aux entreprises. Il s'agit de venir solliciter ces avantages et on vous les donne. Donc, mais avec un pareil système fiscal, est-ce qu'il ne fait pas beau de venir investir au Congo? Notre pays fait bon vivre d'investir comme vous l'avez dit, mais en 2013 nous avons été 183e en déplacement de BNP, 185. En 2014, nous avons encore reculé, 185e cette fois-ci, 189. Je vais vous donner deux explications. La première des choses, le classement ne dépend pas toujours de la fiscalité, il y a plusieurs facteurs, parce que les facteurs que nous appelons par l'assainissement, l'amélioration du climat des affaires. Le climat des affaires, ce n'est pas seulement la fiscalité. Nous avons l'état de droit. Est-ce que notre justice elle est efficace? Est-ce qu'il y a la sécurité des investissements? Est-ce que nous avons les infrastructures? Il y a beaucoup de conditions. Ça, c'est le premier volet. Ce n'est pas seulement la fiscalité. Deuxième volet. Mais quand on parle de la fiscalité, ce n'est pas la direction générale des impôts au sens strict. Là, on a globalisé les droits de douane, la direction générale des impôts, la CNCS et la CREF. Et ensuite, il y a donc la parafiscalité, c'est-à-dire les différentes taxes qui sont prélevées par beaucoup de ministères, y compris vous, à la communication, vous prélevez la redevance audiovisuelle. Donc tout ça, ils appellent ça par fiscalité. Or, si ça ne dépendait que de la direction générale des impôts et des domaines, le Congo aurait pu être vers le centième pays. Pourquoi? Parce qu'il nous avait été reproché comme administration fiscale 3 facteurs essentiels. 1. Le nombre important des échéances de déclaration et de paiement. 2. Le nombre important des impôts. Et 3. La pression fiscale élevée. Mais sur ces 3 problèmes qui minaient notre secteur selon Doing Business, depuis 2011,
nous sommes efforcés à apporter les solutions à ces trois types de problèmes. Raison pour laquelle en 2012, nous avons regroupé les différents impôts sur les salaires. On a constitué donc les différents impôts sur les salaires ont été regroupés pour former une taxe, ce que nous appelons taxe unique sur les salaires. Auparavant, il y avait 3 ou 4 types d'impôts, mais on l'a regroupé, on a formé un seul impôt. Et puis ensuite, je vais vous expliquer. Et puis ensuite, en 2014, nous avons regroupé 2 impôts pour former un seul impôt, l'impôt que nous appelons par TOL, la taxe d'occupation des locaux. Auparavant, c'était 2 taxes, la taxe de la valeur locative des locaux professionnels et la taxe d'habitation. On a fusionné ces 2 taxes pour former donc la taxe d'occupation des locaux, parce qu'un local peut être loué soit pour y habiter, soit pour exercer une activité professionnelle. De ce point de vue, nous avons donc réduit le nombre d'impôts, premier point. Deuxième point, en ce qui concerne la pression fiscale élevée, le taux de l'IS était de 33%. En 2014, nous l'avons ramené à 30%. Ce qui a baissé, c'est-à-dire le taux de l'IS a été donc vu à la baisse. Donc, il est passé donc de 33 à 30%. Et encore, en matière d'IRPP, l'impôt sur les revenus des personnes physiques, le taux marginal à l'époque était de 50%, on l'a ramené à 45%, et nous avons même réduit le nombre de tranches d'imposition. Auparavant, il y avait 5 tranches, et là, on a ramené à 4 tranches. Donc, il y a donc certains revenus qui étaient imposés aux tranches supérieures, donc sont désormais imposés dans les tranches inférieures, ce qui fait que certains agents, les agents de l'État, soit les agents du secteur privé, ont vu leurs revenus à la hausse parce qu'il y a eu baisse du taux d'imposition. Et troisième problème, nous avons donc réduit le nombre d'échéances de déclaration et de paiement des impôts. Au départ, en un mois, on paie les impôts 3 fois. Il y avait les échéances de déclaration et de paiement au début du mois, ensuite au milieu du mois et ensuite en fin du mois. Et nous avons donc, en 2014, nous avons donc regroupé toutes les échéances en une seule fois. Dans un mois, les entreprises peuvent venir souscrire leurs obligations déclaratives et de paiement en une seule fois entre le 10 et le 20 de chaque mois. Donc nous avons déjà répondu à toutes les critiques adressées à nous par le business. Donc du point de vue de l'administration fiscale, nous n'avons pas de problème. Non, je vous ai dit au départ qu'il s'agit là de plusieurs administrations, ce n'est pas seulement le volet fiscal. Bon, il faut donc améliorer le climat des affaires en faisant respecter les lois de ce pays, avoir une justice forte, il faudrait que l'investisseur qui vient se sente en sécurité quand il investit. En cas d'un problème, les magistrats ne doivent pas être corrompus. Donc il y a plusieurs facteurs. Nous avons encore le facteur les infrastructures. Est-ce qu'il existe les infrastructures dans notre pays, par exemple l'électricité en permanence, le réseau routier, les transports routiers ou soit les transports ferroviaires. Nous avons donc plusieurs critères. Est-ce qu'il y a la sécurité à 5 h du matin sans pourtant être agressé? Il y a plusieurs critères qu'il faut prendre en compte. La question de la justice, je n'ai pas encore fait les analyses spécifiques sur cette question de la justice parce que moi, en tant qu'économiste, je ne peux pas donner les réponses sans fondement. Il faudra que je fasse des analyses, des enquêtes. Jusque-là, je ne me suis pas encore préoccupé sur les questions de la justice, si notre justice, elle est fiable ou elle est corrompue ou pas. Jusque-là, je n'en sais rien. Mais il y a les études qui ont été menées, je vous renvoie à ces études qui ont été menées. Comment se décrit le rapport entre la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les fonds? Parce qu'il y a certains rapports
reconnue par les institutions internationales. Avec le Fonds monétaire international, le Congo a de très bonnes relations. La preuve en est que nous avons été éligibles à l'initiative PPTE et nous avons atteint le point d'achèvement, si bien que notre dette a été annulée. La dette du Congo qui était trop élevée aujourd'hui, cette dette est pratiquement en dessus de 15% de notre PIB. Donc ça veut dire que nous avons de très bonnes relations avec le Fonds monétaire international. L'opération Mbata Bakolo, c'est Mbata. Et il y a l'actualité sur le débat sur le changement de la multiplication de Bakolo. Commençons d'abord par l'opération Mbata Bakolo, puisqu'en fait, on ne peut pas ignorer, il y a beaucoup d'interlocuteurs au Congo qui sont des ressortissants de l'étranger, de l'Ouest africain, est-ce que cette opération a été menée avec cohérence? Pour moi, je pense que l'opération est en train de se mener avec cohérence. Mais de plus souvent, ce ne sont pas les personnes qui ont conçu l'opération qui la mènent. Mais dans le terrain, il peut y avoir certains de nous, les gens qui mènent l'opération, qui peuvent mal se comporter. Parce qu'il y a toujours, dans un groupe de gens donnés, il peut toujours avoir les brebis galeuses. Donc, au lieu de faire ce qui leur a été dit, ils débordent un peu. Donc, pour nous, nous pensons que cette opération est une bienvenue. Parce que jusque-là au Congo, nous n'avons pas institué un système de contrôle systématique des étrangers. Donc il faudrait que désormais que l'État puisse instituer un contrôle systématique des étrangers. Le problème c'est quoi? Il y a eu beaucoup de crimes qui ont été commis lorsque les enquêtes ont été menées. Et cela, les enquêtes ont révélé que c'était les sujets étrangers qui sont les auteurs de ces assassinats. On vous dit toujours que s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de stabilité, l'économie ne peut pas marcher. Mais ces citoyens-là, s'ils restaient dans nos pays, peut-être un jour ils pouvaient se soulever pour en profiter les troubles dans notre pays. Parfois les troubles ici, parfois ce ne sont pas les Congolais, les originaires congolais qui sont prêts à se soulever. Parfois ce sont les sujets étrangers que l'on incite avec un petit 1000 francs, 2000 francs qui se soulèvent. Comme la face, ce n'est pas écrit congolais ou bien étranger. Donc ce sont ces sujets-là. Donc pour nous, pour prévenir, on dit oui pour l'immigration, mais il faudrait que les personnes qui viennent au Congo rentrent en ordre, que nos services puissent les contrôler. Donc vous êtes M. Ngakoso, il vient au Congo, je ne suis pas congolais, je viens au Congo. Mais notre administration judiciaire doit savoir où est-ce que M. Ngakoso vit, qu'est-ce que M. Ngakoso fait dans notre pays. C'est comme ça. Donc c'est un système que nous, le Congolais veut mettre en place pour contrôler les immigrants. Parce que vivre sans papier, c'est pas sûr. Et même le président de la République, lors de son voyage à Paris, il a croisé les Congolais de Paris. Ils ont dit aux Congolais qu'il faut que vous soyez en règle dans le pays des autres. Dans le cas contraire, vous revenez chez vous. Sur le deuxième sujet de la Constitution, on voit déjà qu'il y a des gens qui sont frustrés, qui ont peur. Est-ce que cela ne va pas porter un coup? Mais frustré par rapport à quoi? Je vais vous dire. Non, ils n'auront pas par rapport à quoi. Je veux dire qu'il faudrait qu'on change les mentalités des Congolais. Le grand problème, c'est la question des mentalités. Il y a les gens qui font la résistance sur les bases subjectives. Il faut faire une résistance fondée, une résistance sur les bases objectives. Mais la Constitution, c'est un document qui a été écrit par nous, les Congolais. La Constitution ne nous a pas été imposée. Nous-mêmes, nous avons fait un référendum, nous avons voté cette Constitution. Il ne s'agit pas là de la Bible. Parce que la Bible, ce qui est écrit dans la Bible, on ne peut pas changer. En dehors de ce qui est écrit dans la Bible, ça c'est l'inspiration de Dieu. En dehors de ce qui est dans la Bible, tout ce que nous les hommes nous faisons sur terre, nous pouvons changer. Mais si aujourd'hui, nous disons que nous avons fait cette constitution parce qu'on sortait de la guerre de 5 juin, il fallait donner un pouvoir fort au président pour mettre l'ordre. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus pendant la période de guerre.
On ne peut plus rester avec cette constitution parce que cette constitution donne à beaucoup de défense. Ce que nous constatons. Il n'y a que les imbéciles qui ne reculent pas. Un vrai homme, quand il a commis une erreur, il dit « Ah, j'ai fait une erreur, il faudrait que je puisse ajuster ». Il n'y a que les imbéciles qui ne se trompent pas. Cette constitution était faite pour répondre aux besoins de la guerre. Maintenant, aujourd'hui, cette constitution présente les limites du fait que le président de la République, sans premier ministre, c'est compliqué pour notre pays. C'est très compliqué. Donc il faut changer la constitution pour qu'il pourrait y avoir un premier ministre. Et même, il y a certaines dispositions que certains citoyens pensent qu'on ne peut pas les changer. Mais si on n'autorise pas aujourd'hui de changer ces dispositions, alors qui va les changer? Donc ces dispositions vont rester pérennes pour toute éternité dans notre constitution. Donc notre constitution deviendra donc comme une Bible. Parce que si vous refusez au gouvernement d'aujourd'hui de changer ces dispositions, alors vous allez accorder à quel gouvernement que vous allez donner l'occasion de changer ces dispositions. Là, il y aura donc une injustice. Comme au départ, aucun gouvernement n'avait demandé de changer. Mais si ce gouvernement-ci peut demander qu'on modifie, mais il faut l'accepter parce qu'il faut voir le bien fondé. Est-ce que les raisons avancées ne sont pas fondées? Est-ce que ce type de changement n'intervient qu'au Congo? Partout ailleurs dans le monde entier, il n'y a pas eu des expériences qui ont fait que la Constitution, ces dispositions ont été changées. Ont été changées, pardon, oui. Monsieur le directeur, comment est-ce que beaucoup de gens se Mais le tout, c'est une culture. Entreprendre, c'est une culture. Les Congolais étaient habitués, majoritairement les Congolais sont habitués à la culture d'être recrutés à la fonction publique et à la fin du mois, il attend son salaire. Mais il faut changer cette culture parce que l'État ne peut pas être le seul secteur. L'État aujourd'hui, il doit seulement assumer les fonctions régaliennes. Il faudrait que les Congolais puissent apprendre à devenir les entrepreneurs. Donc il s'agit là, il appartient donc à l'État de créer les structures d'aide au montage de projets. Il faut créer les structures d'aide au montage de projets et former les jeunes Congolais, leur donner la culture d'être gestionnaire d'une entreprise. Parce que la majorité des Congolais manquent cette culture. Je connais tous les Congolais, ils travaillent qu'avec l'État. Les gens qui ont des entreprises travaillent avec l'État. Ils ne travaillent pas entre les privés. Chez eux, c'est l'État. Lorsque l'État est en faillite, ces entrepreneurs sont aussi en faillite. Et je vous dis encore quelque chose. Ces entreprises, ils n'aiment pas que leur paiement effectué par le Trésor se fasse à travers leur compte bancaire. Ils préfèrent aller au Trésor, on leur donne, ils mettent dans les sacs, hop, ils amènent à la maison et ils ont 1000 bureaux. Commence par, je ne sais pas où il peut commencer, Gangangalungolo, il vient, il partage. Après demain, il n'a plus rien, il n'a plus l'argent pour réinvestir. Or, l'argent ne lui appartient pas, l'argent appartient à l'entreprise, ça doit être dans son compte bancaire. Donc on n'a pas cette culture d'entrepreneuriat, de gestion. On n'en a pas. Le tout, ça dépend de la volonté politique des chefs d'État et aussi de notre puissance économique. Si économiquement les pays africains deviennent des puissances économiques, alors cette union... Bon, la croissance s'affiche très bonne, mais ce n'est pas pour l'ensemble des pays, c'est pour quelques-uns. Mais aussi, il faut dire que cette croissance, généralement, elle est tirée sur les matières premières. Les matières premières, ce n'est pas de l'innovation, ce sont les étrangers qui viennent les exploiter. Premier problème. Deuxième problème, nous avons le problème, ce que nous appelons par de l'armement. Est-ce que l'Afrique constitue une puissance du point de vue de l'armement, de l'armée?
nous n'avons pas cette puissance, puisque aujourd'hui, ce sont les grandes puissances qui s'imposent. Vous voyez les États-Unis, vous voyez la Russie, vous voyez la Chine, ce sont les puissances qui peuvent s'imposer. Aujourd'hui, l'Afrique n'a pas encore ces atouts de s'imposer en tant que puissance, parce que la puissance économique doit être accompagnée de la puissance de l'armement, de l'armée. Et cette puissance ferait que politiquement, vous serez aussi puissant. Mais si économiquement, vous êtes fort, du point de vue de l'armement, vous êtes faible, et du point de vue de l'innovation, vous êtes aussi faible, vous n'aurez pas la puissance. Parce que si du point de vue innovation, vous êtes fort, la population congolaise, je leur dis que de faire confiance à notre système fiscal. Nous avons un système fiscal très souple et qu'elle vienne à la Direction générale des impôts pour s'informer le mieux, parce qu'il y a beaucoup d'informations, de dispositions incitatives que la population congolaise ne connaît pas. Il n'y a que les étrangers qui connaissent, parce que les étrangers viennent chez nous pour s'informer. Or, nous, Congolais, on ne vient pas s'informer. Bien sûr qu'il nous revient à faire la promotion de ces dispositions, mais de plus souvent, comme nous invitons, les gens ne viennent pas. Mais aussi, il appartiendra aussi à l'État de créer les agences de promotion de l'investissement au plan national et international, mais aussi à créer les agences de la promotion de l'image de notre pays à l'étranger. Nous pouvons avoir de très bonnes dispositions, mais si ces dispositions ne sont pas connues à l'étranger ou même par nos populations, ces dispositions ne serviront à rien.